Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle édition des BOMA Circles pendant la période du confinement. Ce programme est réalisé en partenariat avec le Huffington Post. Il répond à la mission que la communauté BOMA s'est donnée, offrir de nouvelles perspectives pour répondre aux défis auxquels nous faisons face et aider tous les acteurs, entreprises, institutions, citoyens à prendre des décisions plus éclairées. Aujourd'hui, nous allons passer un peu plus d'une heure avec un magnifique conteur, un conteur de l'histoire des sciences, un philosophe des étoiles et de l'atome, et un expert insolite en anagramme. Peut-être que d'ailleurs nous aurons l'occasion d'une démonstration. Je veux parler bien sûr d'Étienne Klein. Étienne, qui est aussi membre du Brain Trust de BOMA. Bonjour Étienne. Est-ce que tu nous entends? Alors, je pense que ton micro est coupé, donc je vais l'activer. Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour Michel, bonjour à tous. Bonjour. Et je suis aussi accompagné par plusieurs membres de l'équipe de BOMA France et du club BOMA qui animeront avec moi cette conversation. Si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous vous lisons et Étienne tentera d'y répondre. Je vous propose de démarrer. Étienne, avant tout, comment vas-tu? Comment vis-tu ce confinement? La vérité, c'est que je ne m'attendais pas du tout à vivre un jour ce genre d'expérience étrange, et même étrangère, c'est-à-dire un mélange paradoxal d'urgence, au moins dans certains endroits, et de calme, de course contre la montre, et puis de tranquillité dans les rues, d'hyperconnectivité. Je passe plusieurs heures par jour, comme vous sans doute, devant un écran, et en même temps de jachère sociale. Et pour répondre à ta question, Michel, je dirais que je vais bien, mais j'éprouve la culpabilité des gens qui vont bien. Parce que je sais que par ailleurs, ça se passe très mal pour beaucoup de gens. Il y a une enquête qui vient de sortir là, qui montre que le nombre de personnes en état dépressif augmente très rapidement. Et donc le confinement, c'est quand même une épreuve pour beaucoup de gens. Et moi, j'ai plutôt l'impression de la vivre à peu près bien. Je travaille, je donne des cours, j'écris, je peins aussi. Et puis je fais du sport. Et d'ailleurs, je regarde mon vélo là, qui est à côté de moi et qui a l'air de s'ennuyer ferme. Il a des fourmis dans les roues, si j'ose dire, et j'ai de la compassion pour lui. Ce confinement est un moment particulier où on vit un nouveau rapport à l'espace et au temps. Est-ce que tu as expérimenté ce nouveau rapport et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi qui... Enfin, je pense que le confinement pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos activités d'avant, quel que soit le rythme que nous avions avant qu'il soit décidé, ce confinement, fait que on voit bien que ce que j'appellerais moi notre barycentre existentiel se trouve déplacé. C'est-à-dire que dans la vie normale, on a une vie personnelle, une vie professionnelle, une vie familiale, une vie amicale, et il y a des pondérations qui sont données à chacun de ces différents types d'activités. Et là, avec le confinement, il y a certains pôles qui ont disparu, d'autres qui se sont renforcés, de sorte que on est déplacé. Et beaucoup d'entre nous, je pense, savent qu'après le confinement, nous retrouvons évidemment un barycentre existentiel. Il sera peut-être pas forcément au même endroit qu'avant, et il sera peut-être aussi de nature différente. Et donc, il y a des bouleversements qui sont comme ça induits dans nos vies. Et tu as parlé du confinement comme quelque chose qui a à voir avec l'espace et avec le temps. Alors évidemment, on en parle beaucoup en termes de temps. On se pose la question de savoir combien de temps ça va durer. Et c'est en effet une question très, très importante puisqu'elle détermine notre façon de vivre le confinement. Euh, Si on a une date butoir, on peut s'adapter. Si cette date butoir change tout le temps, ça crée une forme d'angoisse, presque de supplice chinois qui rend la chose plus difficile à vivre. Mais en fait, le confinement comme donnée première, c'est un phénomène spatial. C'est-à-dire que tout d'un coup, notre espace vital se trouve réduit. D'un coup de gong, notre logement s'est transformé en une sorte de prison. Et donc, le confinement, c'est en fait un double confinement. Parce que d'une part, on est confiné dans le temps. Et ça, on l'est toujours, puisque comme vous le savez, le temps est une prison. On est prisonnier de l'instant présent. Au moins, notre corps est prisonnier de l'instant présent. Nous, on peut penser au futur, on peut se souvenir du passé, mais on est quand même prisonnier de l'instant présent. On ne peut pas choisir librement notre position dans le temps. Le temps se donne à nous comme une étreinte vis-à-vis de laquelle on ne peut être que passif. Donc, on est toujours confiné dans le temps d'une certaine façon. Mais là, en plus,
il y a un confinement spatial, un double confinement. Et c'est pour ça que Camus, quand il a préparé l'écriture de son livre La peste, il avait fait un petit tract, enfin un petit texte qui s'appelait Exhortation aux médecins de la peste, dans laquelle il disait qu'une épidémie, c'est toujours une étrange tyrannie, précisément parce qu'elle nous oblige doublement à nous enfermer. Dans l'espace, c'est nouveau, et dans le temps, comme d'habitude. Et je trouve que ce confinement, il montre, plutôt il développe, et peut-être que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je vais dire, plusieurs sortes de paradoxes. Il y a d'abord un paradoxe relatif au temps, c'est-à-dire que le fait d'avoir du temps, de plus avoir des journées programmées, de ne plus avoir de jalons, d'ancrage, de rendez-vous, de rythme imposé dans nos activités. On peut travailler beaucoup pendant le confinement, mais en général, c'est avec des horaires libres. Donc en fait, on a du temps, mais paradoxalement, ça nous fait perdre la notion de temps. C'est-à-dire que avant de vous dire qu'on est mercredi, je dois réfléchir. Ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit. La date aussi, je ne m'en souviens pas. Il faut que je fasse un petit calcul pour la retrouver. Alors qu'en temps ordinaire, je sais exactement quel jour de la semaine nous sommes et quelle est la date. Et donc là, il y a la notion de temps qui devient beaucoup plus vaporeuse, beaucoup plus éthérée, alors que en temps normal, le rythme qui nous est imposé fait qu'on est toujours synchrone psychologiquement avec le temps qui passe. Ça, c'est le premier paradoxe. L'autre paradoxe, le second, le deuxième plutôt, c'est celui qui est relatif à l'espace. C'est-à-dire que on est tous chez soi, chacun est chez soi. Mais en fait, on ne sait plus très bien où on habite. C'est-à-dire, on est obligé de se poser la question, quelle est ma vraie place? Est-ce que je ne suis pas mieux ailleurs? Est-ce que j'ai besoin d'une vie trépidante pour me sentir moi-même? En quoi ce confinement spatial modifie-t-il le regard que je porte sur moi et sur mes proches, etc. Et donc, l'idée même de normalité entre en crise d'une certaine façon. Et en ce moment, je lis beaucoup Antonin Artaud parce que c'est un auteur que je vous recommande par les temps qui courent. Enfin, qui courent, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les temps courent en ce moment. Mais en gros, je le cite, Artaud dit, à propos d'une autre situation, mais qui est une situation d'épidémie également, il dit: «Nous éprouvons une espèce de déperdition constante du niveau normal de la réalité». C'est-à-dire qu'en fait, le normal est contaminé, et contaminé, c'est le mot qui va bien en l'occurrence, le normal est contaminé par l'anormal. On ne sait plus où on habite alors qu'on est chez soi. Et enfin, il y a un troisième paradoxe qui est que, moi je me souviens, il y a encore quelques mois, il y avait beaucoup de conférences sur le post-humanisme, le transhumanisme, le fait qu'on allait se libérer des soucis liés à la matérialité du corps grâce au numérique, grâce à toutes sortes d'outils, finalement, qu'on arriverait à transcender notre substrat biologique. Et là, il y a un petit virus qui vient nous rappeler que nous sommes très fortement dépendants de notre socle biologique. Et donc, il y a une sorte de paradoxe, là encore, entre ce rappel de la biologie et le fait qu'on est hyper connecté, c'est-à-dire on survit en fait socialement et peut-être même personnellement grâce au fait qu'on a un réseau internet, on peut discuter avec des amis, avoir des réunions, faire du télétravail, etc. Et donc, il y a cette espèce de contradiction entre le numérique qui, en période de confinement, est beaucoup plus utilisé que d'habitude. J'ai même entendu hier que le téléphone est beaucoup plus pratiqué alors qu'on avait tendance à l'abandonner avant. Il y a même des compagnies qui ont du mal à assurer tellement il y a saturation des réseaux. Et donc, on vit vraiment grâce au numérique à cause de quelque chose qui vient réactiver notre dépendance biologique. Et il me semble qu'il y a là une sorte de, pas de contradiction, mais une sorte de tension. Puis il y a un quatrième paradoxe, mais qui me vient à l'esprit, c'est que, euh, vous savez, là, bientôt, il semble qu'on va tous porter des masques dans la rue, dans les transports en commun, chez les commerçants, etc. Et donc, cette épidémie nous oblige à porter un masque. Mais, toujours pour citer Artaud, dans un texte assez génial qui s'appelle Le théâtre et son double, Artaud dit, il y a un point commun entre le théâtre et la peste, et avec en fait n'importe quelle épidémie. C'est que les deux font voir les humains tels qu'ils sont. Et il ajoute, une épidémie fait toujours tomber le masque. Elle nous montre tels que nous sommes, on ne peut plus se mentir, on se voit sans pouvoir se travestir. Et donc cette épidémie nous fait porter des masques tout en faisant tomber le masque. Et ça me semble être quelque chose qui
qui mérite une forme de réflexion. Maintenant, moi, je n'ai pas de conseils à donner pour bien vivre le confinement. Je pense qu'il y a plein de coachs en confinement qui prennent la parole, comment il faut organiser son travail entre l'éducation des enfants, le télétravail, le sport, parce qu'il faut en faire un peu, etc. Moi, je ne me sens pas du tout habilité à donner le moindre conseil. Je peux juste te dire que moi, quand vraiment je me sens confiné, c'est-à-dire enfermé, qui pour moi est une épreuve, ben, j'imagine, je pense à une montagne et je vis ce confinement comme une espèce de montagne symbolique et qui invite à pratiquer ce que j'appellerais un alpinisme de l'âme, c'est-à-dire essayer de faire l'expérience spirituelle d'un certain vide, un vide dont on peut profiter parce qu'il n'est pas toujours stérile, pour au contraire réactiver certaines choses enfouies en soi pour être un peu plus créatif, pour réfléchir, pour poser des questions relatives à l'après, puisque je crois que c'est une des questions que vous avez abordées. Et je pense que là, il y a une période assez spéciale, douloureuse, même tragique, catastrophique, mais j'ai l'impression qu'on est tous synchrones avec le monde. C'est-à-dire, avant, dans le monde d'avant, je veux dire, j'ai l'impression qu'on était tous emportés par l'idée que le temps s'accélère. Il y a une sorte de train de l'histoire tellement rapide qu'on est forcément en retard par rapport à lui. Donc la phrase «le temps s'accélère» crée l'impression que nous sommes en train de rater quelque chose de la dynamique du monde. Et là, au contraire, j'ai l'impression qu'on est synchrone. D'ailleurs, on vit une expérience qui est universelle presque, hein. Il y a plus de la moitié de l'humanité qui est confinée. Donc c'est une expérience universelle. C'est un fait social total. On pourrait même dire que c'est un fait mondial total, universel. Mais évidemment, la façon de vivre le confinement est très inégalitaire, hein. C'est une affaire de mètres carrés, de bibliothèques plus ou moins fournies, de capacité à tolérer la solitude ou bien la promiscuité. Ça dépend aussi de l'inclinaison qu'on a pour l'anxiété, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très inquiets, aussi bien pour leur santé, celle de leurs proches, que pour les ravages que va faire sur leur propre vie la crise économique qui s'annonce. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Moi, c'est la première fois de ma vie, hein, je ne suis pas tout jeune, où j'ai l'impression de vivre une expérience synchrone, une sorte de moment comme ça où l'humanité est rassemblée dans le même souci. Un moment fort que tu vis pendant un temps long, parce que moi, je n'ai pas vécu des vacances sur le temps un peu plus court. Je c'est drôle de citer Artaud parce que, si je ne me trompe pas, Artaud a fini dans les limbes de la folie et on est probablement aussi en train de finir nous-mêmes dans les limbes de la folie parce que est-ce que, en tant qu'expert du temps, on peut qualifier d'expert du temps, le rapport au temps qui change comme aujourd'hui, le rapport à l'espace rend fou? Écoutez, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, hein. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Bon, je pense que le confinement, c'est ce que montre l'étude que j'ai citée tout à l'heure, hein, montre que l'état psychique des gens en moyenne se détériore et c'est pas une question de revenus, hein. Les cadres supérieurs sont touchés de la même façon que les ouvriers non qualifiés, d'après ce que j'ai lu. Les jeunes sont très touchés parce qu'ils ont peut-être plus besoin, eux, de s'exprimer socialement, de sortir pour se sentir épanouis. Mais on peut aussi dire l'inverse, c'est-à-dire que j'ai lu des témoignages de gens dépressifs en temps ordinaire qui vivent plutôt mieux le confinement. Et sans parler trop de mon cas personnel, moi, quand on m'a annoncé le confinement, j'étais absolument paniqué parce que je ne pensais pas avoir un caractère me rendant capable de le supporter. Moi, je suis très actif, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de sortir. Je pense que toutes les bonnes idées viennent en marchant, que toute pensée digne d'être pensée a une origine musculaire, hein, vous voyez où j'en suis. Et, je- et en plus, j'ai beaucoup donné de cours en prison et j'ai jamais bien compris comment les prisonniers font pour tenir, quoi. Et je les ai beaucoup questionnés là-dessus, hein, et j'ai jamais eu de réponse qui m'ait vraiment convaincu. Je pense que c'est extrêmement difficile. Je ne compare pas le confinement à une peine de prison, mais quand même, on approche des conditions par lesquelles l'espace soudain se donne à nous de façon extrêmement contraignante. Bon, et je remarque, après plusieurs semaines de confinement, que je vais plutôt bien. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout dépressif, je travaille bien, j'ai même beaucoup plus d'idées qui me viennent qu'en temps ordinaire. Et donc, je me suis en quelque sorte adapté, tout en restant conscient qu'il ne faut surtout pas s'habituer au confinement.
c'est pour moi la grande crainte du déconfinement, c'est-à-dire que se créent dans le confinement des formes d'habitude, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, qui risquent de perdurer après, parce qu'on aura pris un rythme, on aura découvert des choses qui font que la remise en route, par exemple, des horaires de travail, d'un certain rythme de la vie professionnelle, risque pour certains d'être assez difficile. Je pense qu'on a des questions. Pierre avait une question à poser à Étienne. Pierre? Oui, bonjour Étienne. Bonjour. C'est assez juste votre conclusion là. On s'habitue assez facilement en fait à ce confinement en fait pour certaines personnes et en fait le déconfinement, on a peur que enfin, moi j'anticipe le déconfinement en fait. Il me fait plus peur que le confinement aujourd'hui. Mais au-delà de ça, en fait, la question que je voulais vous poser entre l'espace et le temps, c'est est-ce que la problématique, c'est qu'on a là dans le confinement, et dans le déconfinement aussi, c'est l'incapacité pour une fois à se projeter dans un temps, dans un espace, et on n'arrive pas du tout à se projeter, on est dans une incertitude, et le fait d'être habité par cette incertitude, c'est quelque chose de très nouveau en fait, dans nos schémas de pensée. Ouais, c'est une très, très bonne question. Alors, je vais en proposer des réponses, qui ne sont pas fermes, mais plutôt des sortes d'hypothèses. Parce que pour revenir aux prisonniers que j'ai longuement interrogés quand j'étais, enseignant à la prison de Fresnes, heu, eux, ils me disaient qu'à force de toujours voir des murs, c'est-à-dire d'avoir un regard qui est constamment interrompu à courte distance par un obstacle, ça empêche de penser le futur. C'est-à-dire que pour voir loin dans le temps, il faut avoir devant les yeux un horizon spatial qui permette de comprendre, ce qu'est une grande étendue. Voilà. Et que donc, l'enfermement spatial a un effet sur la perspective temporelle qu'on peut s'accorder et à laquelle on peut réfléchir. Et donc ça, c'est ma première réponse. Mais je la tempérerai et ça nous amènera au deuxième point, qu'on va discuter pendant cette petite réunion. C'est que là, nous sommes enfermés. Et de quoi parle-t-on? Du monde de demain. Et donc, ça contredit un peu mon premier propos, c'est-à-dire que la question de l'avenir que nous souhaitons, qui nous attend, ne s'est jamais posée avec tant d'acuité que depuis que le confinement a commencé. Dans la presse, mais aussi dans les conversations entre amis, le monde de demain nous interroge parce que paradoxalement, il y a une part de lui qui ne peut pas, sur laquelle on n'a pas de maîtrise. On se dit qu'il y a peut-être là l'occasion de saisir l'opportunité que nous donne cette pause pour redémarrer d'une façon qui soit plus conforme à ce que nous avons connu. Et il faut être vraiment très prudent parce que les historiens qui se sont intéressés aux épidémies du passé, je pense à Patrick Boucheron, Collège de France, qui a travaillé sur la peste noire du XIVe siècle, ou à d'autres épidémies plus récentes, et il remarque qu'à chaque fois qu'une épidémie s'est terminée, il y a des mécanismes d'amnésie collective qui se sont mis en place. C'est-à-dire que les leçons qui auraient pu être retenues, en fait, ne l'ont pas été parce que la priorité après, c'est au contraire d'oublier toutes les catastrophes qui ont accompagné l'épidémie et de réactiver la vie d'avant avec encore plus de frénésie. Alors pour nous, ça sera difficile parce que la crise économique va plomber l'ambiance, mais, mais il se peut qu'on échappe à cette fatalité historique apparente par le fait que, si je me rappelle de ce qu'on disait il y a quelques mois, personne n'était vraiment à l'aise avec le monde d'avant. Et donc, les efforts pour changer la suite sont peut-être plus sincères qu'ils l'ont été dans d'autres crises, ne veut évidemment pas dire que le monde d'après sera plus agréable que le monde d'avant. Alors, avant de parler du monde d'après, du monde d'aujourd'hui et peut-être du monde d'avant aussi, on a quelques questions Facebook. Garance, est-ce que on a une question pour Étienne? Alors oui, tout à fait. On a une question de Christian Guillard, donc qui réagit par rapport à votre argument dont on est tous synchrones avec le monde aujourd'hui. Alors il dit, ça m'évoque une autre réflexion. Aujourd'hui, on dégage des statistiques, des valeurs moyennes de tel ou tel phénomène. Mais on observe aussi le fait que pour obtenir un comportement global d'une population, on veut obliger chaque individu à respecter cette valeur moyenne. Par exemple, avec l'âge des gens, mais aussi une vitesse uniforme sur tout le territoire, quel que soit le terrain, l'heure, etc. Il aimerait savoir ce que vous en pensez en votre qualité de physicien. Bah, disons que quand il y a une crise comme ça, qui réclame des mesures urgentes, on ne peut pas se livrer à une analyse individuelle des comportements de chacun pour adapter les contraintes qu'on va lui imposer. C'est-à-dire qu'on est obligé, en effet, de se baser sur des statistiques. Et d'ailleurs,
le développement d'une épidémie, c'est quand même une affaire de statistiques, hein. Il y a eu une excellente conférence de presse donnée par Angela Merkel en Allemagne, qui a expliqué aux Allemands comment ça marche une épidémie. Elle leur a fait un cours, disons, de mathématiques ou de physique, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Elle a introduit le nombre R0. R0, c'est le terme qu'on utilise pour désigner le nombre de personnes qu'une personne malade contamine en moyenne. Et on peut montrer par un calcul assez simple que si R0 est plus grand que 1, bah, l'épidémie s'emballe. S'il est plus petit que 1, l'épidémie finit par disparaître. Et donc, le but du confinement, c'est de faire en sorte que R0 devienne inférieur à 1. Bon, elle a expliqué ça de façon que j'ai trouvé très, très claire, très pédagogique pour tout le monde, y compris pour des personnes qui n'ont pas de haut niveau en mathématiques, et j'ai trouvé ça remarquable. Maintenant, oui, on est obligé de se fier à des valeurs moyennes, ça c'est vrai, qui paraissent arbitraires, mais toutes les mesures qu'on peut prendre dans ces cas-là peuvent paraître arbitraires. Par exemple, à Paris, on ne peut courir qu'avant 10 heures ou après 19 heures. Pourquoi? C'est pas très clair, mais il faut bien répartir le flux des coureurs d'une façon telle que le croisement avec ceux qui sortent pour acheter des produits de consommation soit pas trop important. Donc, je n'ai pas vraiment de choses intelligentes là-dessus. À mon avis, on pourra individualiser les mesures quand on aura des tests qui permettront de dire si quelqu'un soit est malade vraiment, soit a rencontré le virus. Et là encore, il y aura des grandes incertitudes, hein, par le fait qu'on ne sait pas si les anticorps qu'on a produits grâce au contact qu'on a eu avec un virus vont rester longtemps. Donc, est-ce qu'on est protégé de la maladie si on l'a déjà eu? Il y a des problèmes avec la contagion, il y a des problèmes avec le nombre de porteurs sains qui est mal connu, etc. Et donc, plus on aura de tests efficaces, la notion d'efficacité pour les tests, il ne suffit pas de les avoir. Il faut qu'ils soient efficaces, permettra de relativement individualiser le traitement qu'on fera pour chacun d'entre eux. Et les mesures qui seront prises selon qu'on est âgé, pas âgé, fragile, pas fragile, malade, pas malade, avec des anticorps ou pas. Alors, on a beaucoup de réactions sur Facebook. Delphine qui apprécie particulièrement la formule de l'alpinisme de l'âme. Eric qui parle notamment de Bernard Stiegler, qui a beaucoup travaillé en prison et qui a peut-être des choses à dire sur ce sujet du confinement. Je voudrais qu'on avance à propos de l'espace et du temps. Alors oui, cette crise bouscule notre rapport, on l'a vu, à l'espace et au temps. Elle bouscule aussi d'une certaine manière notre rapport à l'avenir, au monde qui vient. On a vu en l'espace de quelques semaines qu'on est passé de la possibilité de la fin du monde à la possibilité de l'émergence d'un nouveau monde. Et là, depuis peu de temps, avec la perspective du déconfinement, on commence à imaginer, voire on est pressé d'un retour au monde d'avant. On n'arrête pas de changer de perspective sur l'avenir. Comment est-ce que tu expliques cela? Voilà, je serais prétentieux si je disais que je l'explique, disons que je le constate. Mais en effet, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je me suis amusé à relire la presse d'il y a 2 mois. Et en effet, on faisait joujou avec le spectre de la fin du monde. On donnait beaucoup la parole aux collapsologues qui prévoyaient un effondrement local ou total à plus ou moins brève échéance. Et puis, pour ce qui est de l'information, on était complètement pris par une sorte de présentisme absolu, c'est-à-dire on ne parlait que du présent. On faisait du commentaire de commentaires, des faits divers, des petites anecdotes, etc. Et du coup, le futur était laissé en jachère intellectuelle, en lévitation politique, c'est-à-dire on ne configurait pas le futur. Ou alors, quand on le faisait, c'était pour dire que ce qui nous attendait, c'était la catastrophe. Or là, nous sommes dans une forme de catastrophe. Et paradoxalement, cette catastrophe qui devrait normalement conforter les dires des collapsologues, au contraire, réactive l'idée de futur. Et donc, c'est comme si l'épidémie avait inversé la flèche du temps. C'est-à-dire qu'en quelques semaines seulement, l'idée de la fin du monde a été détrônée par l'idée qu'il y aura demain un monde, différent ou pas du monde d'avant, c'est une question ouverte. En tout cas, il y aura un monde. Et ce monde, il faut le préparer, il faut le penser. Et je trouve ça extraordinaire que la certitude qu'il y aura bien un futur s'est implantée grâce au fait que nous traversons une catastrophe. C'est presque paradoxal, là encore. Et je trouve que c'est assez fascinant. Et là, il y a une occasion
qui nous est donné parce que le rythme global, même s'il y a des urgences dans les hôpitaux ou ailleurs, il est plutôt ralenti. Et donc, on a l'occasion de se préparer à ce monde de demain que beaucoup craignent à juste titre, mais que certains espèrent pouvoir configurer d'une façon attractive, qui va permettre peut-être de réactiver l'idée de progrès d'une autre façon, puisque l'idée de progrès, elle suppose qu'on configure le futur à l'avance d'une façon qui soit crédible. Le progrès, c'est pas l'utopie, il ne s'agit pas de penser à un autre monde complètement inaccessible. Il faut penser le futur d'une façon crédible et attractive. Attractive parce que le progrès n'étant pas automatique, il faudra faire des efforts pour faire advenir ce futur qu'on souhaite voir advenir. Et donc, là, il y a une occasion qui est peut-être pour l'humanité, ce que j'appellerais un test d'intelligence collective. Et en même temps, on l'a vu, d'ailleurs tu le disais tout à l'heure, on oublie très rapidement les épidémies. Ça a été le cas avec la grippe espagnole, ça a été le cas avec la grippe de Hong Kong, ça a été le cas avec H1N1. Euh, on a l'impression de potentiellement vivre demain ce qu'on a vécu avant l'épidémie. Et le fait d'avoir cette amnésie post-épidémie pourrait nous amener à revenir au monde d'avant avec quelques petits ajustements finalement, mais sans forcément tout changer. Non, mais en effet, tu as parlé de la grippe espagnole, elle a tué 3 fois plus que la Première Guerre mondiale. Et dans le souvenir collectif, c'est la guerre qui l'emporte comme empreinte marquante du début du XXe siècle. Simplement, là, il me semble quand même qu'on vit quelque chose de mondial. Hein. Il n'y a pas eu un confinement comme ça pour la grippe espagnole. Là, il y a quelque chose d'absolument massif qui arrête complètement l'économie, ce qui s'est rarement produit de cette façon-là. Donc, il y a quand même si c'est une épidémie qui invite à la comparer à d'autres épidémies du passé, il ne faut pas trop jouer sur l'analogie parce que là, il y a quand même une rupture, il me semble, qui fait pour notre génération en tout cas, enfin pour nos générations, parce qu'on recouvre plusieurs générations, on vit quelque chose d'absolument inédit dans nos vies. Moi, je le disais en préambule, j'ai jamais connu ça. Et je pense que ça va marquer les esprits et que dans 50 ans, pour ceux qui seront encore vivants, ils se souviendront de l'endroit où ils ont été confinés en 2020. Ça va marquer les esprits individuellement et collectivement d'une façon, à mon avis, irréversible. Maintenant, je pense que il appartient à nous tous d'essayer de penser le monde du futur en tenant compte de au moins 3 choses. La première chose, c'est ce que nous savons. La science, notamment, entre autres, est une démarche de connaissance qui nous permet de savoir des choses. Et il y a certaines choses qu'on savait déjà avant, mais qu'on a fait semblant de ne pas croire. Donc, il faudra les prendre au sérieux. Deuxièmement, il faudra tenir compte de ce que nous voulons. Troisièmement, il faudra tenir compte de ce que nous sommes en train d'apprendre et de comprendre grâce à cette épidémie. Moi, à titre personnel, je suis complètement bluffé de voir que la société, je parle de la société française, arrive à tenir, ça tient, on mange à notre faim, etc. Il y a des désordres, mais pas énormes. On arrive à tenir alors que très peu de gens sont vraiment au travail. Il y a beaucoup de gens en télétravail, mais la société tient à des gens qui, en temps ordinaire, sont invisibles, et c'est eux qui font tourner la baraque. Et je pense que pour eux, il ne faudra pas faire preuve d'amnésie collective, c'est-à-dire qu'il faudra repenser certaines rémunérations et certains métiers à l'aune de leur utilité sociale. Les footballeurs, aujourd'hui, ne servent pas à grand-chose. Et j'entends autour de moi que beaucoup de jeunes sont en train d'épouser la vocation de soignants. C'est quand même extraordinaire. On a l'impression que c'est des gens à qui on doit beaucoup plus que, en temps normal, le fait de pouvoir vivre à peu près normalement. Ensuite, d'un point de vue industriel, on voit bien qu'on avait acquis des formes de dépendance qui ne sont pas tolérables. Le fait qu'on ait bien sûr imaginé des pandémies, on a toujours imaginé qu'il y en aurait. Il y a même certains scientifiques qui avaient annoncé une pandémie assez proche à celle qu'on est en train de vivre. Mais on n'avait pas pensé que cette pandémie pourrait bloquer la production dans des dizaines de pays en même temps. Et donc, si on se dit, j'ai pas besoin de produire tel produit, parce que si j'en ai besoin, je pourrais le commander ailleurs, cette logique-là a été prise en défaut par ce qui nous arrive. Et donc, il va falloir repenser certains schémas industriels. Et ça a ceci de bon, si on peut dire, que pour mes étudiants à l'école centrale qui se destinent à devenir ingénieurs,
c'est une opportunité incroyable. On va avoir besoin d'ingénieurs qui repensent certaines choses, certains modes de production dans un contexte qui aurait été modifié par l'épidémie, j'en suis sûr. Il y a quand même des leçons qui seront tirées, qu'on le veuille ou non, et qu'on ne pourra pas oublier, au moins à court terme, et qui donc laisseront des traces dans la façon dont ces jeunes gens que je vois parcours interposés en ce moment sont très très conscients. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent ils essaient de penser, de concevoir des respirateurs. Euh, c'est un vrai métier d'ingénieur que un peu avant, ils ne pratiquaient quasiment pas parce qu'ils étaient très vite absorbés par le management, par exemple, ou d'autres types d'activités moins ancrées dans la réalité matérielle du métier d'ingénieur. Et puis surtout, et je le disais un peu tout à l'heure, euh, une épidémie, ça agit comme une sorte de produit décapant, hein. Ça fait tomber les masques, comme disait Artaud tout à l'heure. C'est une sorte de chalumeau qui vient brûler tous les travestissements qui, en temps normal, nous cachent. Autrement dit, on est un peu mis à nu. Je ne sais pas si vous êtes confiné seul ou pas, mais quand on est seul, eh ben, on n'échappe pas à un petit retour sur soi ou un petit voyage à l'intérieur de soi qui peut être douloureux ou pas, ça dépend des situations. Et puis collectivement, on ne peut plus trop se mentir. Et du coup, il me semble que pour revenir à la science, eh ben, il y a des choses qu'on va devoir prendre au sérieux, un peu plus que d'habitude, et notamment se mettre à vraiment croire les choses que nous savions avant et que par toutes sortes de stratagèmes intellectuels plus ou moins honnêtes, nous feignions de ne pas savoir. Alors, on a beaucoup de Étienne, du groupe. Je vais peut-être commencer par passer la parole à Sébastien, qui avait une question pour toi. Oui, bonjour Étienne, c'est une question Bonjour Sébastien. aux scientifiques et aux philosophes. Vous m'aviez dit une fois, vos étudiants à Centrale récemment, du fait de l'IA, du big data, il y avait un sentiment général de plus en plus de certitude de leur part, c'est qu'ils affirmaient plein de choses. Et ça c'était un autre point, donc l'IA, le big data enlevait de plus en plus le mode de réflexion que vous affectionnez, qui est l'expérience de pensée. Et aujourd'hui, ce qu'on voit des uns et des autres, c'est une incapacité à admettre qu'on ne sait pas en fait. Il y a plein de certitudes sur plein de choses, alors qu'en réalité, on connaît, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, on ne connaît pas sur la durée de l'immunité, il y a plein d'éléments qui sont fondamentaux dans le capacité de projection que les gens oublient, et c'est leur biais cognitif. On a eu une séance là-dessus il y a 2 semaines qui était passionnante. Ils mettent leur biais cognitif en avant et ils partent de ça pour élaborer des scénarios. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en sait foutre rien, parce qu'il y a plein de composantes qu'on n'a pas. Donc, est-ce que pour vous, c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire que la nécessité d'avoir de l'info tout le temps, les réseaux sociaux, les médias continus, qui fait qu'il y a plein d'experts qui sortent de partout. Est-ce que c'est un impératif du moment d'être toujours sûr et d'être capable de dire, en fait, je ne sais pas. Et deuxième question, et après j'arrête. Il y a un aspect qui doit vous choquer en tant que scientifique, c'est qu'également, on n'arrête pas de comparer plein de choses, notamment les mortalités entre les pays. Quand les Allemands sont mieux que nous, ou moins bien que nous pour d'autres pays, mais en fait, on ne se pose pas non plus la question de la pertinence des données, et on mélange plein de trucs. Et en fait, juste pour l'anecdote, la France a une moyenne d'âge significativement inférieure à l'Allemagne. Et quand on regarde l'âge des gens qui ont malheureusement été en France, il est significativement supérieur aux autres pays. Peut-être que c'est lié au fait que nous, on intègre les gens dans les EHPAD et que les autres pays ne le font pas. Mais en tout cas, il y a des articles entiers de plein de pages qui se basent en fait sur probablement des données fausses. Alors, notre rapport à l'incertitude, Étienne. Merci, il y a beaucoup de questions hein, différentes. Alors, je vais essayer je ne les ai pas toutes mémorisées, peut-être qu'il faudra me les rappeler. Mais à propos du big data, moi, je ne voudrais pas laisser penser que je dis du mal du big data. Et on apprend beaucoup de choses avec les données, si elles sont évidemment bien traitées et intelligemment analysées. En effet, pour revenir à mes étudiants, on leur explique parfois qu'ils n'auront plus besoin d'apprendre les théories physiques parce que le réel va parler davantage grâce aux données numériques qu'il va nous livrer, qui seront analysées par des algorithmes, que par des équations différentielles qui sont la base du formalisme en physique. Et évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que les données, elles permettent de prédire ce qui va se passer à la condition que ce qui va se passer ressemble à ce qui a déjà eu lieu.
Et donc, elles permettent de voir des corrélations, peut-être même des lois générales, mais pas des lois universelles comme on le fait en physique, qui permettent de prédire de nouvelles sortes de phénomènes ou d'objets physiques. Et puis, je pense que, en effet, nous sommes abreuvés de chiffres, nombre de morts, mais par exemple, on donne le nombre de morts chaque jour dans les hôpitaux ou les EHPAD, mais on ne dit pas le nombre de morts total en France chaque jour, et ça permettrait de voir comment cette épidémie change la mortalité effective dans notre pays. Et dès qu'on voit une différence entre deux pays sur le taux de mortalité, par exemple, on essaie de trouver une explication unique. Alors les uns vont dire, ah bah, c'est parce que Madame Merkel est une femme, elle s'occupe mieux des épidémies, et donc c'est pour ça que l'Allemagne a un taux de mortalité plus faible que la France. D'autres vont dire que c'est la pyramide des âges, ou bien c'est le système industriel, ou c'est le fait parce que l'Allemagne est un pays de Länder et non pas jacobin comme le nôtre. Enfin, chacun peut y aller de sa petite interprétation. Et surtout, nous manquons d'une formation à la statistique et à la probabilité. Par exemple, vous avez entendu parler de cette enquête qui était une amorce d'enquête, montrant que, semble-t-il, les fumeurs sont moins atteints par le coronavirus que les non-fumeurs. En tout cas, les symptômes qu'ils développent lorsqu'ils sont atteints ont l'air d'être moins graves que pour la moyenne des autres. Et comment est-ce que c'est une corrélation? Ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation. Mais tout le monde la présente ou l'a comprise comme une corrélation, de sorte que, comme une causalité, pardon. Ce matin, je suis allé acheter mon cigare mensuel au bureau de tabac. J'ai vu la queue, une énorme queue. Et il y a des gens qui venaient acheter du tabac parce qu'ils ont entendu dire que le tabac empêche de tomber malade. C'est aller vite en besogne. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu les grenouilles. Parce que quand on confond corrélation et causalité, ça amène à Coluche. Coluche qui disait « N'allez jamais à l'hôpital, on y meurt 10 fois plus que chez soi ». Alors, on a d'autres questions dans la salle. Je sais que Guy Philippe, avant de passer aux questions Facebook, parce qu'il y a au moins 2 questions Facebook, Guy Philippe, tu avais une question pour Étienne. Oui, bonjour Étienne, et c'est une question un petit peu dans la suite de ce qu'il vient de dire, mais un peu inversée en fait. Parce que justement, si je reviens sur la question de big data ou de modélisation, on voit bien que les gouvernements aujourd'hui prennent leurs décisions parfois parce qu'ils ont la modélisation qui leur permet de comprendre ce qui se passe, ce qu'on a vu avec le confinement et avec ce qu'ont fait les équipes de l'Imperial College et pour le gouvernement britannique, le gouvernement français qui sera à l'origine des décisions du 17 mars. Mais inversement, on a un haut comité scientifique qui semble jouer un rôle de conseil scientifique important, mais je ne sais pas, on ne sait pas si lorsque des solutions sont proposées, elles vont passer par ce mode de la modélisation, qui a ses limites, mais qui peut être utile. Et B, pour l'instant, je n'ai aucune transparence sur le débat dit scientifique et les hypothèses et les études qu'on peut être utilisées pour nourrir ce débat qui a pu avoir lieu au haut comité scientifique, ou alors pour autant, dont on sait pour autant, on sent bien qu'il a une importance extrêmement importante. Alors, c'est une question pour vous, Étienne. Pourquoi, d'un côté, ce qu'on vient de dire, on n'utilise pas assez la science ou on comprend mal les stats, c'est vrai, et pourquoi, d'un autre côté, dans des instances dirigeantes, on n'a pas ces outils de modélisation avancée, de transparence, qui font partie de la réflexion scientifique? Bon, merci pour cette question. Alors, quand même, il y a quand même des gens qui font des simulations, hein, notamment, il y en a une qui est sortie hier qui estime le taux de personnes effectivement contaminées en France, hein, 5%, qui est très peu, ce qui empêche de penser que le déconfinement va pouvoir se faire facilement parce qu'il y a très peu de personnes immunisées, d'autant plus qu'on n'est pas sûr que le fait d'avoir eu la maladie immunise vraiment. Mais moi, je vais te dire ce que je conçois comme l'idéal des relations entre la politique et la science quand on est dans une situation d'urgence. Et après, on pourra comparer à la situation réelle pour voir s'il y a eu des défauts. Il me semble que entre la science et la politique, quand il y a urgence, comme c'est le cas, il y a un conflit entre deux temporalités. C'est-à-dire que les scientifiques, ils sont face à une nouveauté. Ce virus, il n'est pas connu, on ne sait pas très bien comment il agit, et donc ils ont une bataille à livrer, ils sont en train de commencer à la livrer, mais en gros, au départ, ils ne savent pas. L'analogue avec la grippe a été pensé au début, mais abandonné, parce que ce n'est pas la même chose, et donc ils découvrent. Et ça veut dire qu'ils doivent mettre en jeu des protocoles de recherche, des méthodes, disons une méthodologie qui prend du temps, qui prend du temps. Parce qu'en gros, ils ne savent pas, donc ils doivent faire des études pour trouver. Et ça fait que
à beaucoup de questions qui se posent, ils répondent, on ne sait pas. Et nous leur mettons la pression parce que nous sommes impatients et nous voudrions qu'ils en disent davantage que ce qu'ils savent. Ils doivent résister à cette pression, ce qui réclame de leur part une vertu quasiment héroïque, parce qu'à leur place, vont, vont parler des gens qui en savent, qui croient savoir plus qu'eux, et qui vont dire des choses qui seront facilement remises en cause par la suite. Mais les politiques, face à l'urgence, ils doivent prendre des décisions, ils doivent tenir le gouvernail, ils sont des gouvernants, ils tiennent le gouvernail, ils doivent fixer le cap. Ils doivent le faire en méconnaissance de cause, parce que, comme tu l'as dit, ils ne connaissent pas tout le dossier, puisque les scientifiques eux-mêmes font des recherches qui n'ont pas encore abouti. Et donc, et donc, pour prendre les décisions qu'ils doivent prendre, ils doivent tenir compte évidemment de ce que les scientifiques savent, d'autre part de ce que les scientifiques ne savent pas, mais ils doivent décider. Et décider dans ce cas, c'est prendre des risques qu'ils doivent assumer en tant que politique. Par exemple, vous décidez un déconfinement le 11 mai, sans savoir si les gens qui ont la maladie sont protégés de la maladie pour la suite de leur jour ou pas. Et les scientifiques ne savent pas, les politiques doivent décider, doivent faire des sortes de paris. Et le rôle des scientifiques dans ce cas-là, et pour le coup, il me semble, même si ça manque un peu de transparence, que le conseil scientifique joue assez bien ce rôle, c'est de jouer un rôle de service de phare et balise. C'est une expression qu'emploie Alain Supiot, le professeur du Collège de France, phare et balise. C'est-à-dire que les scientifiques doivent éclairer les politiques, leur dire ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, mais aussi les mettre en garde à propos de la présence de tel ou tel récif, de tel écueil. Et ensuite, les politiques doivent assumer leurs décisions, ce qui est extrêmement délicat. Moi, je n'aimerais pas être aujourd'hui dans la peau d'un ministre de la Santé ou d'un Premier ministre qui doivent absorber toutes sortes d'informations incertaines, contradictoires, et dans cette grande confusion, trancher. C'est pas facile du tout. Alors, simplement, tout ça est rendu très confus parce que cette épidémie, dans un premier temps, elle a provoqué une sidération. Et puis, petit à petit, les gens se sont mis à parler, à faire des commentaires. Tout le monde a parlé. Et on a vu presque en temps réel se déployer un effet qui est très bien connu des psychologues, enfin qui est connu depuis la nuit des temps, puisque Aristote en parle déjà, mais qui a reçu un nom spécialiste en 1999, c'est l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif qui, en gros, explique que euh, pour savoir qu'on est incompétent, quand on est incompétent, il faut être compétent. Autrement dit, quand on est incompétent, on ne peut pas savoir qu'on est incompétent. Et quand on découvre une nouvelle discipline, spontanément, au début, on se sent compétent. C'est pour ça que dans les premières semaines de l'épidémie, tous les Français ont eu deux métiers, le leur et épidémiologiste. Chacun y allait de son petit commentaire. Les hommes politiques, par exemple, disaient « Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faut faire ça ». Comme si le fait d'être incompétent, de l'avouer, de le faire savoir ourbi et torbi, ce qui est honnête, on avoue qu'on est incompétent, eh bien, permettait ensuite de tenir un discours de sachant. Je dis que je ne suis pas compétent, mais en même temps, je parle comme si je savais. Et cet effet a été doublé par ce que j'appelle le populisme scientifique, c'est-à-dire des gens qui utilisent le bon sens comme critère de jugement des vérités de la science. Et ça a créé une prolifération du discours qui a tendance à se réduire parce qu'on a bien compris maintenant que des protocoles de recherche sont mis en place. Il faut attendre leurs conclusions avant de trancher, mais ça prend du temps. Et donc, le conflit entre les temporalités s'est manifesté là et il n'y a pas de méthode idéale qu'on puisse appliquer systématiquement. On voit bien que l'Allemagne a fonctionné d'une certaine façon, que la France a fonctionné d'une autre façon. Mais à titre personnel, je peux vous avouer que je suis rentré du Chili le 26 mars. J'arrive en France et je découvre ce qui se dit en France. Donc, il y avait 15 jours de confinement déjà. Et j'entends, je lis beaucoup de commentaires politiques qui disent la phrase que je citais tout à l'heure, « Je ne suis pas médecin, mais je… » Et ça m'a complètement terrifié, comme si le fait d'être politique pouvait faire que la connaissance scientifique soit relativisée ou ignorée ou marginalisée.
Et le 28 mars, il y a eu une conférence de presse du Premier ministre, du ministre de la Santé, qui ont ponctué leur intervention en faisant parler plusieurs chercheurs qui disaient ce qu'ils savaient, mais aussi ce qu'ils ne savaient pas. Et j'ai vu que ces deux personnages politiques importants accueillaient les chercheurs avec beaucoup de déférence, comme si le pouvoir et la science se parlaient dans une forme de respect mutuel, ce qui n'est pas du tout le cas dans la vie ordinaire. Et là, j'y ai vu un signe qui ne veut pas du tout dire, comme ça a été dit par certains sur les réseaux sociaux, que je soutiens le gouvernement, mais j'ai applaudi cette cohabitation dans les conférences de presse de la parole politique et de la parole scientifique qui dit ses connaissances, mais qui dit aussi ses doutes, ce qu'elle ne sait pas, et qui met en quelque sorte les politiques dans l'obligation de décider, comme je l'ai dit, en méconnaissance de cause. Parce que si le conseil scientifique prenait le pouvoir, ça voudrait dire qu'il ne retiendrait que les critères sanitaires relatifs au coronavirus. Et donc, il proposerait un confinement de 6 mois jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, finalement. Mais un gouvernement, il a d'autres choses à gérer. Il a à gérer la santé psychique de la population. Il a à gérer l'économie, le social, etc. Et donc, il doit prendre des décisions qui tiennent compte de paramètres qui ne sont pas traités par le conseil scientifique en lui-même. Est-ce que dans l'histoire des sciences, tu as déjà trouvé des cas où il y a eu ce type de mélange de genres, c'est-à-dire des experts, des scientifiques donnent leur avis ou même qui s'épanchent, qui donnent leurs états d'âme et qui sortent du cadre de la science, et à l'inverse, des politiques, des commentateurs politiques qui s'improvisent scientifiques. Ou est-ce que c'est particulier à cette crise-là? Je pense qu'il y a toujours eu ça, hein. Chaque pandémie, son lot d'accusations, de recherche de boucs émissaires, d'ostracisation, de culpabilisation. On voit bien que Trump fait ça tous les jours, hein. Tantôt c'est la Chine, tantôt c'est l'étranger, tantôt c'est… Bon, on a besoin de donner un sens à ce qui n'en a pas. Une épidémie, ça n'a pas de sens. Le virus, c'est un être naturel, voilà, et il provoque des choses dont la réception dépend de facteurs culturels. Donc, ce virus, il nous dit des choses sur les différentes sociétés, sur les cultures différentes. Par exemple, dans les pays asiatiques, on ne s'embrasse pas. Donc, la règle de distanciation sociale qu'on nous impose ici est presque spontanée chez eux, alors que chez nous, elle a demandé un certain temps d'adaptation. Donc, il y a des effets de culture dans la façon dont l'épidémie se répand plus ou moins vite et est gérée de telle ou telle façon dans les différents pays. Maintenant, moi, je crains que évidemment, aucun gouvernement n'aurait pu bien gérer sur tous les plans l'arrivée de cette épidémie. C'est une utopie. Après coup, on peut, évidemment, des gens vont nous donner des leçons et dire comment on aurait dû faire. Et le fait est que personne n'aurait pu le faire parfaitement. Et donc, il y a des leçons à en tirer, j'espère qu'elles le seront. Mais le fait de vouloir donner sens à ce qui n'en a pas, évidemment, favorise les théories du complot, la recherche de boucs émissaires, les simplismes. Et en fait, plus une situation est complexe, plus les recettes pour la transcender sont simples. J'ai beaucoup de questions là qui arrivent. On va essayer d'y répondre. En tout cas, essayer de répondre au maximum de questions. Pierre, tu avais une question pour Étienne. Oui, j'avais une question justement par rapport à ces conférences de presse, et c'est pas la première fois que je pose cette question. En fait, les deux conférences de presse faites par le Premier ministre et le ministre de la Santé, avec des interventions de scientifiques, qui sont des exercices complètement fous, qui ont duré les deux heures, qui sont très rationnels, qui posent les choses justement d'une manière assez incroyable, très pédagogique, montrant ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. En fait, elle ne fonctionne pas. Cette rationalité, elle ne fonctionne pas et elle ouvre à la critique. Comment on peut expliquer ça alors qu'en face, en effet, on a un Trump qui raconte tous les jours n'importe quoi, et ça fonctionne mieux, sa cote de popularité fonctionne mieux. Donc en fait, quel est, par rapport à ce rationnel, pourquoi on n'entend pas ce rationnel, entre guillemets? Alors, je pense, moi je suis d'accord avec toi pour dire que moi-même, en tant que spectateur, je trouve qu'elles sont, en téléspectateur, pardon, je trouve qu'elles sont trop longues, hein. Mais en même temps, quand on veut expliquer un résultat, il ne suffit pas de le dire.
Parce que si on le dit sans l'expliquer, on abuse d'un argument d'autorité. Et donc, la science, l'explication, a à voir avec l'argumentation. Or, dans beaucoup d'endroits, notamment les réseaux sociaux ou bien les chaînes d'information continue, on met des gens ensemble, on les prend parce qu'ils défendent telle ou telle position, ils s'engueulent en général et ils n'argumentent pas. Hein. C'est-à-dire que la thèse qu'on développe n'a pas besoin d'être soutenue par une démonstration, par une analyse. Ce qui compte, c'est la force avec laquelle on la défend. Et dans ce cadre-là, la sincérité apparente est mise au crédit de la thèse soutenue. Si je suis sincère, vous ne pouvez pas m'attaquer. Si je pense sincèrement que la Terre est plate, vous n'avez pas le droit de m'agresser en affirmant qu'elle est ronde. Vous devez y mettre les formes. Et donc, je suis d'accord. Ça manque un peu de sentimentalisme, ça manque un peu d'émotion, mais ça me semble une étape indispensable. Parce que l'opposé, c'est Trump, comme tu l'as dit, c'est-à-dire une forme de confiance incroyable dans l'instinct. Et alors, Trump a dit, j'ai l'instinct du virus. Il n'y connaît rien, etc. Mais il a l'instinct du virus et il saura dire quand l'économie américaine peut reprendre, par instinct. C'est le mythe du cow-boy. Hein. Et chez les républicains américains, il y a ce culte de l'instinct. Et l'idée que les intellectuels, les scientifiques, les philosophes, les penseurs en général, sont ce que Bush appelait des lopettes intellectuelles. Ils savent rien, ils ont des mots compliqués, ils perdent du temps, alors que nous, on a l'instinct, on sait ce qu'il faut faire tout de suite. C'est le cow-boy avec son colt, quoi. Il n'a pas le temps de réfléchir et après, il voit s'il a eu raison d'agir de telle ou telle façon. Et moi, je pense qu'il ne faut pas céder à ce que d'aucuns appellent euh, le culte de l'ignorance. Vous voyez, il y a cet article d'Asimov, Isaac Asimov, le grand auteur de science-fiction, dans Newsweek en 1980, il avait écrit « L'Amérique va bientôt célébrer le culte de l'ignorance ». C'est-à-dire que l'ignorance sera ce dont on pourra se réclamer pour dire ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, c'est une sorte de culture de l'ignorance qui est très efficace parce que le but d'un tweet ou d'un discours de Trump, c'est pas du tout d'honorer la vérité. Il y a beaucoup de gens qui disent que Trump est un menteur. C'est pas vrai. Un menteur, il sait ce qu'est la vérité. Il sait ce qu'est la vérité. Quand un menteur ment, il sait qu'il ment. Donc, il connaît la vérité. Sauf s'il est complètement mythomane, mais en général, il connaît la vérité. Alors que Trump, il n'est pas menteur parce qu'en fait, il est indifférent à la vérité. Il est indifférent à la vérité. Le but d'un tweet, c'est l'effet qu'il va produire. C'est l'effet qu'il va produire pour soutenir l'économie, pour que les gens se confinent ou pas, etc. Donc, il peut changer de version, de sorte que quand on les regarde les unes après les autres, on a l'impression qu'elles se contredisent et que c'est ridicule. Mais à l'instant T, ce qu'il cherche en disant ce qu'il dit, c'est d'avoir tel ou tel effet sur les gens qui l'écoutent. Beaucoup de questions Facebook. Garance, est-ce que tu peux en choisir quelques-unes? Bien sûr. Alors, on va revenir sur le sujet de la résilience. Beaucoup de réactions à ce sujet, notamment sur la capacité, alors la question c'est inné ou pas, de l'homme à rebondir après les épisodes traumatisants. Et donc, notamment une question sur l'amnésie collective qu'on a pu observer après une épidémie. Est-ce qu'elle peut s'apparenter à un mécanisme de défense naturelle du cerveau pour se protéger et oublier les choses désagréables afin d'aller de l'avant? Voilà. Là, vous me demandez d'avoir une fonction de prophète. Je ne suis pas sûr d'être capable de. Vous m'entendez là? Ah bon. Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à cette question parce que, vous voyez, moi j'entends des gens dire grâce à grâce ou à cause, c'est pas ce qu'il faut dire, grâce à cet épisode de confinement, nous apprenons à travailler à distance, les anciens apprennent à utiliser Zoom, Skype, à téléphoner d'habitude, et donc il y a des habitudes prises qui vont rester. Mais ce n'est pas sûr du tout. Peut-être que quand le déconfinement sera décidé, on aura envie de ne plus voir d'écran. On aura envie d'aller aux terrasses des cafés, d'aller au théâtre, de reprendre la vie d'avant pour rattraper le temps perdu. Et donc, comme je disais tout à l'heure, de vivre la vie d'avant avec encore plus de frénésie, en vivant rétrospectivement cet épisode comme une parenthèse et non pas du tout comme un avertissement. Simplement,
je l'ai dit tout à l'heure, il semblerait que l'état psychique de la population se détériore, donc la vitalité avec laquelle on quittera le confinement risque d'être un petit peu amoindrie. Et puis surtout, la crise sociale, la crise économique va faire que beaucoup de choses vont être à reconstruire, soit de la même façon pour reprendre la vie d'avant, soit d'une autre façon pour tenir compte des leçons qu'on aura retenues. Et je pense que c'est ça qu'il faut espérer, mais c'est pas du tout garanti. Moi, je m'inquiète de ce que je lis, de ce que j'entends de la part de proches sur la façon dont le confinement abîme la vitalité, à la fois celle du corps et celle de l'esprit. Ça crée une forme d'usure parce que je pense qu'on est fondamentalement pas fait pour ça, quoi. On est fait pour courir, pour marcher, pour rencontrer des gens, pour les embrasser, pour se donner des claques dans le dos et pas simplement pour se voir de façon abstraite et assez glaciale, en fait. Étienne, une question de Kevin qui revient sur le discours sur l'espace-temps que tu as eu au début. Alors, sans être devin, sans être une pitié, sans être un oracle, quelle est ton intuition relative à la répartition spatiale et territoriale après le confinement? Est-ce que, pour donner un exemple, à ton avis, nous qui avons expérimenté le confinement peut-être dans un appartement à Paris, peut-être bon, dans une grande ville ou ailleurs, dans un lieu loin des grandes villes, est-ce qu'on va vivre un exode urbain? Est-ce qu'on va réinvestir la campagne, les espaces aujourd'hui plus déserts? Et est-ce que finalement les mégalopoles n'ont plus l'avenir qu'on leur prédisait? Très bonne question. Alors, il y a bon, le confinement s'est accompagné dans ses premières phases par un exode mondial qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire. En France, en région parisienne, 17% des personnes sont parties. En Inde, vous connaissez la situation. Dans d'autres endroits, c'est pareil. Beaucoup de gens qui étaient à l'étranger sont rentrés dans leur pays. Donc, il y a eu un exode absolument massif. Parce que quand il y a une épidémie, une sorte de réflexe, sans doute très, très ancien, qui nous pousse à être chez nous. Donc, quand moi j'étais au Chili, j'étais très, très mal à l'aise de ne pas être en France. J'ai un père âgé, j'étais embêté à l'idée d'être prisonnier, entre guillemets, dans un pays autre que le mien, et je voulais absolument rentrer pour cette raison. Et donc, il y a quelque chose qui nous rapproche de l'endroit où nous estimons avoir nos racines. Et donc, la question qui est posée, c'est celle de savoir si cette expérience va nous faire découvrir, pour nos racines, des lieux différents de ceux que nous avions avant le confinement. Par exemple, des Parisiens qui découvrent que la vie à la campagne, c'est vraiment très bien, qui se sentent là beaucoup mieux qu'à Paris. D'autres, au contraire, vont trouver que Paris leur manque trop et sont empressés d'y retourner. Je ne sais pas, ça va être intéressant à voir. Moi, je pense que cet épisode qui est extrêmement douloureux pour beaucoup de gens, tragique, d'un point de vue intellectuel et social, c'est une expérience absolument incroyable, hein. On va pouvoir mesurer toutes sortes de choses. Par exemple, ça rejoint la question qui est posée, mais j'y réponds de façon détournée. Est-ce qu'on est capable de dire qui vit le mieux le confinement? Je ne parle pas des histoires de mètres carrés, de volume d'habitat, etc. Est-ce que les gens qui étaient les plus trépidants dans le monde d'avant sont ceux qui supportent le mieux ou le moins bien le confinement? Autrement dit, les gens hyperactifs, est-ce qu'ils vivent le confinement comme une sorte de repos salutaire qui leur permettent de se redécouvrir eux-mêmes, de passer du temps avec leur famille? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont complètement perdus, naufragés parce que l'activité était pour eux l'équivalent d'une drogue pour laquelle ils étaient complètement addictifs? Ou bien est-ce que ceux qui vivent le confinement dans de bonnes conditions sont ceux qui avant avaient une vie déjà assez recluse ou pas? Autrement dit, est-ce que le fait d'avoir un élan vital qui pousse à l'hyperactivité est une affaire de caractère, auquel cas, même en étant confiné, on demeure hyperactif? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une affaire de contrainte, d'obligation, qui fait que notre métier nous oblige à être très actifs, alors que sa nature propre n'y habite pas spécialement? Ça, on va le savoir, hein. Moi, j'ai hâte de retrouver mes collègues, hein, de voir dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils sont comme avant ou est-ce qu'ils auront été transformés, au moins pendant un certain temps,
par cette expérience qu'ils auront vécue de façon plus ou moins agréable. Merci Étienne. Pour ceux qui s'interrogeaient sur le titre de la séance du jour, une crise, les trois fracas. Évidemment, les trois fracas, c'était notre rapport à l'espace-temps, on l'a largement évoqué. Notre rapport ensuite à l'avenir, au futur, à ce que Étienne, tu évoquais quand tu parlais de la flèche du temps. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et puis, le troisième fracas, c'est le rapport à la science, le rapport entre la société et la science. Mais il y a aussi un sens caché derrière ce titre. Oui. Étienne, tu peux nous éclairer sur ce point? Ben, le titre que m'a proposé Michel, spontanément, c'était, après qu'on ait discuté, il m'a proposé comme titre « Une crise, trois fracas ». Et je lui ai répondu un peu plus tard, tu devrais mettre plutôt « Une crise, les trois fracas », parce que l'anagramme de « Une crise, les trois fracas », c'est courtiser les Françaises. Je ne dis pas que c'est un programme d'urgence nationale, hein, c'est juste une anagramme. Merci à tous. Merci Étienne, merci à tous. passionnant. Merci aux membres du Club BOMA. Merci à vous qui nous avez suivis et contribué à cet échange sur Facebook. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 13h30 pour parler collapsologie. On va parler climat, on va parler économie, on va parler technologie. On va se poser aussi une question, est-ce que les collapsologues ont gagné la bataille des idées? On sera avec Agnès Sinaï, François Gémen et Nicolas Bouzou. D'ici là, BOMA continue toute la semaine. Je vous invite à suivre notre programme international en direct sur BOMA Global. Et soyez pas fous, restez chez vous.